T'as un peu ça, ouais. Vas-y, maintenant, normalement, on doit t'entendre. 1, 2. Si vous voulez bien vous asseoir. Merci de nous avoir rejoints. Toc, toc, toc. Alors, je vais commencer par faire l'appel. Bernard Morillo est donc présent. Nathalie Priour. Présent. Stéphane Lambert. Présent. Monique Dionnet est absente et a donné pouvoir à Christine Girodino. Gérard Alain. Présent. Christine Girodino. Roger Masson. Aurélie Guiteny. Constant Chauvet. Yvan Théry. Isabelle Nicolas. Catherine Lelgouache est absente, ce que je vois là, et a donné pouvoir à Gérard Alain. Olivier Guillet. Nathalie Bossard est aussi absente et a donné pouvoir à Yvan Théry. Yannick Le Bihan. Laurence Ronodino. Anthony Jaunâtre. Samuel Berthelot est absent et a donné pouvoir à Bernard Morillo. Séverine Rago est aussi absente et a donné pouvoir à Olivier Guillet. Et Thierry Ritchie est absent et a donné pouvoir à Isabelle et Nicolas. Élodie Lucas. David Binet. Mariette Loira. Christophe Belin. Guy-Luc Fradin. Fabienne Merceron. Frédéric Hérault. Sandra Ogiaras et Bruno Clavier. Merci. Est-ce qu'il y a des observations sur le compte-rendu du dernier conseil municipal? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Donc il est approuvé, le compte-rendu du dernier conseil municipal. Et donc je vous propose d'aborder les différents points à l'ordre du jour en vous proposant de supprimer de l'ordre du jour, ou de le repousser plutôt que de le supprimer, de le repousser à un prochain conseil sur les tarifs municipaux de la salle de théâtre. Il y a des discussions qui sont à peine abouties avec l'ensemble des associations. On en a rediscuté. On s'est dit qu'il valait mieux rediscuter des choses avec les associations pazenaises avant de le finaliser en conseil. Et je vous propose le point 3, donc de le repousser à un prochain conseil municipal. Et sinon, je vous propose d'aborder les points à l'ordre du jour tels qu'ils vous ont été donnés. Oui, à secrétaire des séances, c'est peut-être ça que j'ai oublié. C'est ça que tu voulais dire, Roger, merci. Merci de penser à ça. Qui veut bien être secrétaire de séance? Peut-être Roger Masson, si ça se trouve. Tel est prix qu'il croyait prendre. Roger, tu acceptes d'être secrétaire de séance? Merci de me l'avoir rappelé. Et donc, de commencer par le premier point, c'est une présentation du projet Habitat inclusif. Voilà, ça avait été dit ici qu'il y avait des réflexions sur la commune et on a le plaisir de recevoir ce soir avec nous M. Franck Gourdel du CISN, mais il va se présenter un peu mieux tout à l'heure, et Leïla Thomé, voilà, qui vont nous présenter ce projet-là. Et c'est le premier point à l'ordre du jour. Il n'y a pas de délibération à prendre. Il y a eu quelques discussions déjà en amont avec une partie de l'équipe municipale, mais on s'est dit de présenter ce projet en conseil, ça nous semblait important, parce que c'est un projet, j'allais dire, qui sort de l'ordinaire par rapport à différents projets d'habitat que l'on peut avoir sur la commune, et que d'avoir de l'habitat inclusif par rapport à la structure d'ADAPI que nous avons accueillie sur notre commune il y a quelques années. Ça nous semble être un bon prolongement, un complément de ce qui peut être offert à des gens qui vivent un certain handicap, mais qu'on peut aider à être plus autonomes dans leur vie
Et c'est ce qui va vous être présenté ce soir. Donc voilà. Donc je vous laisse la parole, messieurs, dames. Je ne sais pas comment vous vous partagez. Il faut appuyer sur le bouton droite pour pouvoir causer. Puis voilà, ça va marcher. Tu n'as pas dû appuyer sur le bouton droite. Bonsoir à toutes et à tous. Franck Gourdel, directeur technique et innovation du groupe CISN. Je représente le bailleur social du groupe CISN Résidence Locative. Et donc, on est maître d'ouvrage du projet de logement social qu'on va vous présenter, avec effectivement dans ce projet une composante d'habitat inclusif, ce qui en fait un projet avec une mixité affirmée. Bonjour à tous, Leïla Thomé, donc directrice, vous m'entendez bien ? Oui, ça va. Directrice opérationnelle de la société Apicop, qui est une coopérative qui œuvre pour l'habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap. Donc on est porteur et coordinateur de ce projet qu'on va vous présenter en séance. Si, peut-être que j'aurais pu le dire, mais juste, c'est pas pour vous couper dans la présentation, mais rajouter qu'en fait, le terrain qu'on avait donc acheté, la municipalité de Sainte-Pazanne, avec l'établissement public foncier de Loire-Atlantique face à la gare, le terrain dit Blanchet, ce terrain-là, donc, une partie est utilisée pour la construction de foyers de jeunes travailleurs, de logements jeunes actifs. Et ça utilise à peu près la moitié de la parcelle. La construction est d'ailleurs démarrée, pour ceux qui ont pu le remarquer. Ça y est, ça commence. C'est plus que sorti de terre. Et c'est en fait le CISN qui a été choisi par Pornic Aglo Pays de Ré qui porte ce dossier-là pour la construction de ces logements-là. Et c'est à cette occasion-là, en discutant avec le CISN, qui était interrogé par... Enfin, Apicop, moi je connaissais moins, parce que l'ADAPI fait partie d'Apicop sans doute, enfin vous allez nous expliquer ça. Ils nous ont dit, mais sur le reste de la parcelle, on pourrait peut-être vous faire une proposition comme celle qui va être faite ce soir. Et donc là on est au stade de la proposition et on en arrive là. Mais ça explique un petit peu la genèse, pourquoi on s'était vu à cette occasion. C'est parti en fait de l'habitat jeunes actifs pour arriver sur ce projet-là, sur le reste de la parcelle qui n'était pas utilisé en entier. Allez-y. Je poursuis donc. Oui. Si vous pouvez passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc je vais vous présenter d'abord le contexte en fait, dans lequel s'inscrit l'habitat inclusif en Loire-Atlantique. J'ai à dessein voulu parler du département pour ensuite revenir plus précisément sur les besoins de Sainte-Pazanne. Vous expliquer en fait la réponse partenariale qu'on a montée ensemble avec CISN Résidence Locative également. La commune de Sainte-Pazanne et le conseil départemental de Loire-Atlantique pour répondre à des besoins qu'on a sur la commune pour des personnes en situation de handicap qui sont en recherche de logement. Je vous détaillerai également quel accompagnement en fait, on prévoit dans les logements des personnes pour accompagner ces personnes à vivre de manière autonome. Et puis on terminera sur le bâti où du coup je passerai la parole à M. Gourdel pour présenter vraiment la configuration des logements et puis tout l'espace autour, aussi aux alentours de... Le permis de construire n'est pas déposé encore. On est au stade en amont du permis de construire. On n'a rien déposé encore, on est vraiment au tout début. Donc on est au stade encore de la discussion. Oui, tout à fait. Et donc à la fin, on aura un petit temps de questions-réponses. Donc sur le contexte, je préfère le rappeler parce que je ne sais pas quelle est la connaissance de chacun du sujet. On a effectivement une demande très forte de logement pour les personnes en situation de handicap qui aujourd'hui ont un choix assez binaire en fait. Soit elles vivent chez leurs parents, soit elles vivent en établissement spécialisé. Parfois, elles vivent de manière autonome quand elles peuvent, pour les personnes les plus autonomes. Mais elles souffrent souvent d'isolement en étant dans ces logements seuls. Donc il y a vraiment une demande importante et qui est liée beaucoup à la croissance démographique qu'on a sur la Loire-Atlantique. C'est plus 17 000 habitants par an. Donc on a vraiment une croissance beaucoup plus forte que les autres départements en France. Et une croissance des personnes en situation de handicap également, puisqu'en 10 ans, en fait, le nombre de personnes en situation de handicap a augmenté de 80%. Ça vous donne... alors c'est aussi parce qu'on reconnaît plus le handicap qu'avant. C'est pas forcément que les gens sont plus handicapés qu'avant, c'est qu'on les reconnaît plus dans leur situation de handicap. Et puis globalement, on a un vieillissement de la population qui fait que
les personnes, quand elles sont dans un établissement spécialisé, elles ont leur place à vie. Donc en vieillissant, elles vivent plus longtemps, comme nous tous, et fort heureusement. Mais du coup, il n'y a pas de place qui se libère pour les plus jeunes qui arrivent après et qui veulent intégrer ces établissements. Donc tout ça, cumulé, crée une demande très très importante sur notre département. Et en plus de ça, un changement sociétal dans l'accompagnement de ces personnes-là, dans leurs souhaits, dans leur désir d'accompagnement, qui ne souhaitent plus, pour la plupart, et notamment chez les plus jeunes, être dans un établissement où on est sur du tout collectif. Et ils ont vraiment un souhait de faire comme tout le monde, d'être dans un logement de droit commun, et qu'on amène plutôt les services à eux, plutôt que de les mettre dans un établissement éloigné des autres personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Ils ont un vrai désir à la fois d'autonomie, mais aussi d'insertion dans le tissu local et de lien avec des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Donc tout ça... Non, si vous pouvez revenir juste un petit peu en arrière, pardon. Non, en arrière. Voilà. Tout ce contexte, en fait, a fait émerger une nouvelle offre, qui est donc l'offre de l'habitat inclusif, qui est une offre qui émerge au niveau national, sur laquelle une loi a légiféré en 2018, qui est la loi Elan, et qui a défini l'habitat inclusif comme des logements regroupés ou partagés. Donc regroupés, c'est des logements complètement indépendants, avec cuisine, salle de bain intégrée, et partagés, c'est plutôt de la colocation, donc soit un appartement, soit une maison partagée. Et ces logements sont donc accompagnés et insérés dans leur environnement. Donc sur Sainte-Pazanne, on a donc construit une réponse partenariale. C'est toujours comme ça qu'on monte nos projets d'habitat inclusif. On ne les fait jamais hors sol, on les fait toujours en partenariat avec, en premier lieu, la commune, mais également le conseil départemental. Donc Apicop est donc le porteur de projet. Apicop, c'est une société récente qui a été créée fin 2020, donc elle a 6 mois à peine, à l'initiative de plusieurs associations médico-sociales, dont l'ADAPI de Loire-Atlantique, pour pouvoir porter justement des projets d'habitat inclusif, parce que ce n'était pas forcément le cœur de métier de ces structures-là. Et l'idée, c'était d'allier différentes compétences, donc des bailleurs sociaux comme CISN Résidence Locative, Loire-Atlantique Développement CELA, qui est l'aménageur du département, et puis d'autres associations médico-sociales comme APF France Handicap, pour les plus connus, l'API Ouest, qui est plus vers Saint-Nazaire. Et l'idée, c'était vraiment de joindre toutes ces compétences-là pour pouvoir porter ensemble des projets d'habitat inclusif. Donc aujourd'hui, dans ce projet à Sainte-Pazanne, l'idée, c'est de pouvoir porter et coordonner le projet, ainsi que le fonctionnement dans l'habitat une fois que le projet est lancé et que les habitants intègrent les logements. Ensuite, on a un partenariat donc, avec l'ADAPI, qui est déjà bien implanté sur Sainte-Pazanne, et notamment donc, avec le foyer de vie, que vous connaissez sûrement, puisqu'il est là depuis longtemps, mais également le service d'accompagnement à la vie sociale, qui est en fait un service à domicile, et qui accompagne déjà des PASNES dans leur logement, qui accompagne donc des personnes qui ont besoin d'une aide à la gestion de leur budget, à accéder à la vie sociale dans la cité. Voilà. Donc ça existe déjà. Et le SAVS a repéré des personnes qui seraient mieux, plutôt que seules dans leur logement, qui seraient mieux dans un habitat inclusif. Et puis l'IME de l'ADAPI, qui va s'installer à Sainte-Pazanne, je ne sais pas exactement quand, mais un jour prochain. Personne ne sait, je crois. Voilà. Mais en tout cas, qui aujourd'hui accompagne des jeunes qui, arrivés à l'âge adulte, ont cette envie d'autonomie et qui pourraient donc intégrer l'habitat inclusif. Donc eux, le rôle de l'ADAPI et des différents établissements, des services de l'ADAPI, c'est vraiment d'orienter les personnes et ensuite d'assurer aussi un suivi à domicile suivant la situation de chacun. Donc CISN, qui est le bailleur social, des logements et de l'espace commun, qu'on va vous présenter tout à l'heure. Ensuite, on peut avoir, en fonction de chaque personne et de ses besoins personnels, on peut avoir l'intervention d'associations d'aide à domicile, comme l'ADT ou l'ADMR, pour les plus connus. Et enfin, donc, la ville de Sainte-Pazanne, qui est garante de savoir quels sont ses besoins aussi sur sa commune, et qui agit vraiment comme un facilitateur sur ce projet pour en faire un projet de territoire, et pas simplement un projet d'Apicop ou du bailleur social.
Et enfin, le CD44, hein, qui devait venir ce soir, qui s'excuse de ne pas être présent. Monsieur Le Gentil n'a pas pu venir ce soir. Eux, ils ont vraiment comme mission de garantir la cohérence des habitats inclusifs et que ça réponde bien aux besoins de chaque territoire. Et là, sur ce projet-là, ils se sont engagés à financer une partie du foncier et des espaces communs également. Donc sur Sainte-Pazanne, ce qui est prévu dans notre projet, c'est d'avoir 7 logements pour des personnes en situation de handicap, plutôt des logements de petite taille, puisque c'est souvent des personnes qui vivent seules ou en couple, donc on prévoit des T1 bis et des T2. Et donc dans le public qu'on accueillera, ça peut être donc des jeunes qui sont en sortie d'instituts médico-éducatifs, hein, des jeunes de plus de 18 ans, des PASNEC qui souhaitent quitter le foyer de vie ou quitter le domicile de leurs parents, des travailleurs des ZAT et des retraités des ZAT. Parce qu'en fait, dans les personnes que je vous disais qui vivaient à Sainte-Pazanne et qui étaient suivies par le SAVS, dedans, on a des personnes qui sont travailleurs à l'ESAT, de Legé et de Chaumeray, et qui habitent à Sainte-Pazanne. Donc ça pourrait avoir du sens aussi pour eux. Et également des retraités des ZAT. Ce qu'il faut savoir que quand on prend sa retraite à l'ESAT, on perd le bénéfice du foyer d'hébergement. Il y a des foyers d'hébergement spécifiques pour les travailleurs des ZAT. Une fois qu'on quitte en fait le travail, parce qu'on part à la retraite, on perd en fait son logement. De fait, c'est une règle nationale, on n'a pas la main là-dessus. Et du coup, c'est des personnes qui se retrouvent sans solution après, qui déjà se trouvent désocialisées puisqu'ils quittent leur travail et qui en plus perdent le logement et tous les liens qu'ils avaient liés dans ce logement-là. Donc il y a un gros besoin aussi pour ces personnes-là. L'idée, c'est de faire de l'habitat inclusif, donc de ne pas avoir dans un même immeuble seulement des personnes en situation de handicap. Et c'est pour ça aussi qu'on a, donc dans cet immeuble-là, où en tout on a 11 logements possibles, prévu également 4 logements, plutôt des T2, T3. Ça peut encore bouger si besoin. C'était un peu suite à nos dernières discussions, pour accueillir d'autres publics qui souhaitent s'installer à Sainte-Pazanne, donc des logements sociaux, soit en PLAI, soit en plus, enfin voilà. Du logement social classique, quoi. Voilà. Et puis, enfin, un espace commun qui permet le vivre ensemble, parce qu'en fait, vivre à côté les uns des autres, ça ne suffit pas forcément à faire société. Donc cet espace commun, il est vraiment important pour avoir des temps conviviaux entre eux, mais aussi avec les autres habitants de l'immeuble, et plus largement à l'extérieur, notamment en lien avec la résidence de jeunes, hein, qui est juste à côté. Donc c'est comment on va créer du lien aussi avec cette structure-là, pour que l'insertion prenne progressivement à cet endroit-là. On peut continuer sur l'accompagnement des habitants. Donc déjà, il y a tout un accompagnement en amont pour orienter les personnes, vérifier quels sont leurs besoins, voir si elles ont besoin de services donc à domicile, et dans ce cas-là, les accompagner pour qu'elles obtiennent les droits. Parce que chaque service, en fait, il faut obtenir une orientation MDPH. Enfin, c'est des dossiers assez longs à monter. Donc, APICOP accompagnera les personnes à se préparer à rentrer dans les logements. Il y a une animation de la vie sociale et partagée. Une fois que les personnes sont installées dans le logement, il y aura un animateur, il y aura un professionnel qui sera sur un temps partiel à 80%. Et son travail, ça va être vraiment de suivre les habitants dans leurs projets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent vivre ensemble, entre eux et avec des personnes extérieures, comment ils veulent mettre ça en place, et qui les accompagnera au quotidien. Ça peut prendre la forme d'instaurer des activités spécifiques, des ateliers sur la sécurité dans son domicile, ou même à l'extérieur aussi. Enfin, voilà, ça prend différentes formes. Mais l'animateur est vraiment là pour créer du lien social avec l'environnement autour. Et donc, lui, il agit vraiment sur la partie collective, sur la vie collective. Et ensuite, on a des services médico-sociaux, le SAVS, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont vraiment des services individuels qui correspondent aux besoins de chaque personne et qui, là, sont assurés par des associations classiques médico-sociales, comme l'ADAPI. Sur Sainte-Pazanne, c'est l'ADAPI. Et puis enfin, les services d'aide à domicile dont je vous parlais tout à l'heure. Pareil, pour chaque habitant, ce sera différent en fonction de ses besoins.
te laisse poursuivre. Je vais prendre la suite donc, pour vous présenter le projet. Donc, le projet est situé juste face à la gare, entre le parking et le futur foyer de jeunes travailleurs qui est en construction. Là, on va arriver au premier étage au niveau du dallage. Donc on est sur la parcelle qui est indiquée en vert, donc c'est à peu près 50% de l'emprise disponible sur la totalité de la parcelle qui existait au départ. Peut-être passer à la diapositive suivante. Donc là, vous avez le plan de masse du projet qui inclut à la fois le projet d'habitat inclusif, donc le premier bâtiment sur le devant, et le foyer de jeunes travailleurs sur l'arrière qui est en construction, avec un accès partagé. Donc on a une voirie qui desservira les parkings mutualisés au niveau des deux opérations, et il y aura un autre petit parking, on le verra tout à l'heure en plan de masse, qui sera situé côté gare. Donc c'est un bâtiment de 11 logements avec une cage d'escalier. On a des logements T1, T1 bis, T2 et T3, donc 6 T1 bis, 3 T2 et 2 T3. Avec une particularité, comme on le voit en rez-de-chaussée, c'est la salle commune qui est indiquée en bleu à l'angle sur la droite. Donc là, vous avez l'implantation des logements en rez-de-chaussée, les T1 bis, donc plutôt destinés à l'habitat inclusif, et un T3 avec une mixité donc, sur chaque palier entre les différents publics. Et ça, c'est une composante essentielle du projet. Donc en complément des logements, on trouve des places de stationnement, des garages ou des locaux de rangement privatifs, locaux vélo ou caves. Et chaque logement, comme on le verra aussi à l'étage, a un espace extérieur, donc les logements au rez-de-chaussée, un jardin avec une terrasse. Et quand c'est au premier étage, on aura soit un balcon, soit une terrasse. Peut-être passer au plan de l'étage du dessus. Donc toujours la mixité entre des petits logements T1 bis, cette fois-ci des T2 et un T3. Et pour chaque logement, donc un balcon ou une terrasse pour le T2 qui est complètement côté ouest. Donc les logements au rez-de-chaussée, je ne l'ai pas précisé, seront accessibles PMR. Ceux à l'étage, non, puisqu'on n'a pas d'ascenseur. Alors ce n'est pas parce qu'on ne pouvait pas le faire, mais c'est pour une question de charge, parce qu'un ascenseur, ça représente des coûts d'entretien, et un coût d'entretien élevé pour derrière que 11 logements. Surtout que sur les 11, il n'y aura que les logements de l'étage qui contribueront à l'ascenseur. Donc c'est pour ça qu'on a écarté l'ascenseur, mais qu'on a quand même une offre de logements accessible. Peut-être passer à la diapositive suivante. Là, vous avez une coupe du projet. Donc, on est sur un bâtiment R+1 avec une toiture traditionnelle. Et la diapositive d'après, on va voir une première image de ce que pourrait être l'ambiance architecturale du projet. Donc, avec la toiture traditionnelle en tuiles, dans le même esprit que le foyer de jeunes travailleurs derrière. Des rappels au niveau de l'architecture aussi sur la façade avec des matériaux qui se différencient sans doute au niveau de l'entrée pour marquer l'entrée, et puis la terrasse en renfoncement sur la droite pour un petit peu venir évider le volume et puis créer au niveau architectural quelque chose d'intéressant. Les 11 logements, c'est bien du logement locatif social, avec une particularité dans le financement, c'est qu'on aura plus de PLAI, donc ce sont les financements qui sont destinés aux personnes qui ont les plus faibles ressources que dans un projet traditionnel, puisque pour les personnes en situation de handicap, l'objectif, c'est d'avoir le loyer le plus faible possible. Donc une majorité de PLAI, une minorité de plus, et c'est la particularité du logement, mais 100% des logements qui sont financés en logement social. Alors, est-ce qu'il y a des observations, ce qui vient de vous être présenté, ou des questions complémentaires, ou des avis complémentaires, tout simplement? Bon. Ça a été assez complet, la présentation. Moi, je pense que voilà, c'est un plus. Hein. On en avait discuté un petit peu avant, mais pas beaucoup au niveau du conseil dans son ensemble, parce que forcément, il y a eu ce travail en amont et puis il a fallu préciser les choses. Mais je pense que c'est un plus par rapport à Sainte-Pazanne, cette offre différente de ce qui existe aujourd'hui pour l'inclusion de ces personnes qui peuvent à la fois vivre de façon indépendante tout en étant accompagnées, quoi. En fait, c'est le principe. Oui, Frédéric ? Tu appuies sur le bouton de droite, normalement. Oui, c'est bon. Pour moi, c'est un beau projet. La seule chose que je trouve un peu bizarre, c'est qu'il n'y ait pas d'ascenseur pour le premier étage.
Ça pourrait être quand même fait dans la mesure où on pourrait mettre des personnes handicapées au premier étage. Je comprends qu'il y a un coût de construction. Vous avez un coût, mais... c'est pas un coût de construction, parce qu'on l'aurait fait sans problème, et c'est le coût de gestion. C'est plus la gestion et les charges que ça va représenter pour les personnes qui vont l'utiliser. Les ascenseurs, ils sont quand même assez performants aujourd'hui. Le coût n'est pas forcément non plus... Je pense que c'est un beau projet, hein. C'est très bien. C'est pour Sainte-Pazanne, c'est très bien. Mais il faudrait mettre un ascenseur qui aille jusqu'au premier étage. Ça serait cohérent dans le projet. Juste par rapport au public visé, on aura tout type de handicap et finalement peut-être assez peu de handicap moteur, sachant qu'on a quand même 3 sur les 7, on en a 3 au rez-de-chaussée. Donc ceux-là, on sait qu'on pourra les réserver, entre guillemets, si on a des personnes qui sont en fauteuil. En tout cas, dans les projets que je suis jusqu'à présent, ça n'est jamais arrivé qu'on ait 100% de personnes en fauteuil. Idéalement, ça aurait vraiment été mieux d'avoir un ascenseur aussi pour être évolutif en fonction des besoins même des autres habitants qui peuvent vieillir, etc. Mais c'est vrai que ça sous-entend quand même des charges de maintenance. Il faudrait qu'on fasse peut-être le calcul en fait pour être plus concret. C'est-à-dire qu'il y a 4 logements au rez-de-chaussée, donc il en reste 7 à l'étage. Donc c'est-à-dire que les charges de maintenance, elles sont réparties entre 7 logements, ce qui peut vraiment peser sur le loyer des personnes en fait. C'était plus par rapport à ça, parce que finalement, pour le bailleur, ça ne change rien. Pour nous, ça ne change rien qu'il y ait un ascenseur. Au contraire, c'est un service supplémentaire. Mais c'est vraiment pour le coût que ça représente pour les personnes qu'on avait limité, et que c'est souvent limité dès qu'on a très peu de logements à se partager les charges d'un ascenseur. Mais on pourra le chiffrer peut-être. Oui, on peut faire l'exercice, parce qu'on connaît effectivement le coût d'entretien d'un ascenseur annuel. Je peux affiner les chiffres et puis on pourra en discuter. Mais ce n'est pas une question d'investissement, parce que là, ce n'était pas un choix économique, c'est plus effectivement dans la durée, le coût que ça peut représenter pour les locataires derrière annuellement. Ce qui avait été aussi regardé au départ, c'était de savoir si on pouvait s'appuyer sur la maison existante pour développer ce type de logement, et assez vite. C'est vous qui nous avez dit ça. On ne peut pas faire assez de logements dans la maison existante, parce qu'en fait on est à la place de la maison existante qui existe encore aujourd'hui, qui n'est pas utilisée, donc il faut démolir cette maison pour reconstruire, mais ça permet de faire des logements mieux adaptés qu'en utilisant l'existant. Oui, effectivement, parce que pour développer un projet d'habitat inclusif, il faut qu'il y ait une salle commune et une mixité. Et dans la mixité, il y a des critères très précis qui ont été mis en place par l'État. Et dans la maison existante, on ne pouvait pas déployer le nombre de logements suffisant pour répondre à ces critères, à la fois pour développer un projet d'inclusif qui fonctionne bien, mais aussi répondre aux critères de mixité imposés par les services de l'État. Autrement, est-ce qu'il est possible d'intégrer ou de prévoir l'emplacement de l'ascenseur? Parce qu'on sait très bien que les personnes handicapées, au bout d'un certain temps, quand elles arrivent à partir d'un certain âge, vieillissent très très vite. Et ça peut aller très vite. En l'espace de 1 ou 2 ans, on peut perdre une personne valide. Bon, je vais quand même me présenter. Je suis administrateur et représentant travail hébergement pour la DAPEI. Donc pour situer, je connais bien ce monde. Et si on ne peut pas monter, si ce n'est pas utile de le mettre pour l'instant, mais au moins prévoir sa réservation. On peut le regarder, ça, il n'y a pas de difficulté. Surtout qu'on avait des versions intermédiaires où il y avait l'ascenseur. Donc on va adapter les plans puis trouver effectivement la trémie. Ça faisait partie des questions qu'on s'était posées en amont. Donc je ne suis pas surpris que ces questions-là reviennent ce soir. Après, tout ne nous appartient pas dans les choix, parce que nous, en fait, on met un foncier à disposition, mais après, c'est vous les opérateurs, quelque part. Donc on peut faire des propositions à ce stade-là, mais ça peut être que vous qui donnez les réponses. Ça a été dit aussi un petit peu tout à l'heure, je pense, mais ce qui a été recherché aussi, c'est de faire une cohérence entre les 2 bâtiments qui vont se retrouver sur le même terrain. Et en fait, il se trouve, c'est sans doute pas complètement le hasard, mais c'est que c'est le même architecte qui travaille sur les 2 dossiers pour donner une cohérence entre les deux bâtiments, la même hauteur. Parce qu'à un moment donné, il était question d'en mettre un plus haut que l'autre, mais là, je pense que ça s'adaptera mieux sur le terrain, parce que malgré tout, ça fait 2 bâtiments avec beaucoup de logements sur pas une très grande surface. Bon, mais c'est un peu le sens de l'histoire en même temps. Là, on montre qu'on peut densifier les choses
Bon, vous avez vu qu'il y a chaque logement au rez-de-chaussée a un espace privatif, mais il n'y a pas d'espace pour faire de jardin ou des choses comme ça. Alors on est vraiment, on est bien rempli, quoi. Ça n'empêchera que s'il y a des gens qui veulent faire du jardin ailleurs sur la commune, vous savez qu'on a développé d'autres offres de jardins familiaux. Il y aura peut-être des choses possibles à développer à l'avenir en lien avec ça. Mais ce ne sera pas à cet endroit-là, parce que là, on remplit tout l'espace. Voilà. On peut peut-être juste faire un tout petit jardin partagé, ça peut déjà aider. Oui, mais il n'y a pas trop, parce que là, avec non, mais je veux dire des jardinières où on met des plantes aromatiques, des choses comme ça. Oui, parce qu'il y a un peu d'espace vert quand même. Voilà, et puis là, ça permet de faire la cuisine, des choses comme ça. Oui, c'est de l'éveil aussi pour le handicap. Oui, mais ça c'est... Après, c'est dans le... À petite échelle, oui, c'est possible. Il reste de la place. Il y aura certainement un espace commun en relation avec la salle commune. Il y a d'autres espaces qu'on pourrait envisager. Ce ne sera pas un grand jardin, mais il sera possible de faire quelque chose. Ok. Oui, bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure que le permis de construire n'était pas encore déposé. Le projet va aboutir à quelle échéance à peu près? Pensez-vous déposer le permis de construire pour lancer les travaux? Le permis de construire, on peut commencer à avancer dessus. L'objectif serait de le déposer cet été, parce que c'est le préalable pour obtenir une décision de financement des services de l'État. Dans le même temps, il faudra que on finalise le dossier d'appel d'offres. Le démarrage des travaux, c'est au premier trimestre ou au deuxième trimestre de l'année prochaine au mieux, avec une livraison à peu près 13 à 14 mois plus tard. On est rendu à l'été 2023, là. Oui, c'est à peu près ça. Il y aura une livraison phasée entre le foyer de jeunes travailleurs dans un premier temps et quelques mois après l'opération d'habitat inclusif. Ok. Bon, je pense que s'il n'y a pas d'autres observations, je vais remercier messieurs, dames, de nous avoir rejoints pour cette présentation. Merci d'être venus jusqu'à nous, parce que je crois que c'est important, l'explication en direct que vous avez pu donner, parce qu'il y a les logements en eux-mêmes, mais il y a surtout le pourquoi on fait ces logements qui a été important de bien préciser. Et vous l'avez bien précisé, je trouve que c'était assez complet cette présentation. Merci. Merci à vous et on va nous continuer notre ordre du jour et on vous dit à bientôt. Je voulais vous remercier parce qu'on n'a pas toujours cet accueil-là dans toutes les communes. Et c'est vraiment important qu'on puisse l'avoir un jour partout. Quand je dis on, c'est les structures qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Donc c'est grâce à des accueils comme ça qu'on fait avancer les choses et qu'on permet aux personnes de vraiment choisir la façon dont elles souhaitent le vivre, malgré leurs difficultés quotidiennes. Donc vraiment un grand merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Donc nous allons aborder le point numéro 2 sur la dénomination de la salle de spectacle. Vous savez que les travaux sont maintenant terminés, l'ouverture va être possible, je dirais, à l'automne maintenant, parce que jusque-là, il n'y avait pas trop de possibilités. Vous savez, toutes les salles, même celles qui sont déjà... vont se réouvrir qu'à partir du 19, mais de façon très partielle, du 19 mai. Donc, je pense qu'il faut qu'on se prépare pour l'automne plutôt, sur l'ouverture de cette nouvelle salle. Et donc, il y a 2 points ce soir. On a enlevé, je vous le disais, le point numéro 3, mais il y a celui sur la dénomination de la salle, sur lequel on peut avancer. Et puis le point numéro 4, ce sera... sur les tarifs de la salle quand ça sera loué pour des initiatives municipales. Ça ne fixe pas les tarifs pour les initiatives associatives, ça fixe les tarifs pour les initiatives municipales. Donc je vais demander à Mariette de nous présenter le point numéro 2. Ça y est. Donc, le théâtre Jeanne d'Arc a contribué et marqué l'histoire du théâtre amateur à Sainte-Pazanne. Lorsque la paroisse a souhaité le vendre en 2013, la municipalité de Sainte-Pazanne s'est portée acquéreur afin de le rénover et continuer de proposer des spectacles au Pazenais.
La municipalité a pour ambition de faire côtoyer professionnels et amateurs dans cette salle. La salle sera à la fois un formidable outil de soutien aux pratiques amateurs et de diffusion de spectacles inscrits dans une saison culturelle pluridisciplinaire. Après avoir fonctionné longuement sur le mode associatif, une nouvelle étape s'inscrit dans l'histoire du théâtre. Il portera dans son fonctionnement municipal le projet culturel de l'équipe municipale. Afin de marquer la nouvelle étape dans la vie du théâtre, Monsieur le maire propose de faire évoluer sa dénomination et soumet 2 propositions au vote du conseil municipal. Les 2 dénominations proposées sont le théâtre ou le TMP, Théâtre municipal Pazenay. Et donc, est-ce qu'il y a des observations sur ces propositions qui sont faites avant de passer au vote? Oui, moi, je veux bien en apporter une. Oui. Je ne comprends pas pourquoi on met municipal dedans. Oui. Pourquoi on ne met pas théâtre Pazenay, tout simplement? Oui. Pourquoi aller chercher la difficulté? Peut-être. Mais le TP, je ne sais pas si ça fonctionne bien, parce que c'est en fait l'histoire des lettres, mais... Oui, mais on évite les abréviations de plus en plus. Et du coup, on évite l'abréviation. On peut entendre d'autres points de vue. Voilà, vas-y Yannick. Moi, ça m'interpelle aussi, mais dans le sens où, depuis le départ, lorsqu'on a décidé, lors du précédent mandat, d'acquérir cet équipement, ça a toujours été le but d'en faire un équipement municipal. Et moi, je trouve ça plutôt bien que ce soit bien indiqué que ce soit un théâtre municipal, sans faire fi du passé. C'est simplement maintenant une reprise par la collectivité d'un lieu, et c'est important pour moi que soit noté le terme municipal. Sachant, Yannick, que si on dit théâtre Pazenay, il appartient au Pazenay. Il appartient à la municipalité, à la collectivité. Non, moi, je trouve symbolique que ce soit mis municipal. Après, c'est mon avis. Hein, je ne sais pas. Après, il y a aussi la question de faire rayonner cet équipement un peu plus largement que Sainte-Pazanne. Et dans la communication, des plaquettes de saison, des affiches de saison, etc. Et même quand nos voisins hors Pazenay viendront voir des spectacles à Sainte-Pazanne, voilà, ça peut être aussi de dire on va au TMP ou au Théâtre municipal Pazenay. Enfin, ça sonne comme un nom de salle de spectacle. Voilà. Après, il y a aussi l'autre proposition, le théâtre, c'est aussi une autre proposition, mais en tout cas, c'est vrai que quand la commission a travaillé sur des propositions de nom, il y avait aussi cette dimension-là de faire rayonner l'équipement au-delà de Sainte-Pazanne et de ne pas rester seulement voilà, trop petit. Oui. Je suis un peu surpris quand même par le choix finalement qui est limité. Hein. Je trouve que ça ne reflète pas toute la verve théâtrale et artistique pazenaise d'hier, d'aujourd'hui, de demain sûrement. Moi, par ce choix restreint, moi, je comprends qu'on a eu du mal à trouver un consensus avec tous les acteurs locaux. Quand je dis acteurs, c'est dans les 2 sens du terme. Et en fait, moi, je veux croire que c'est un nom de transition, en attendant de trouver un nom qui soit à la hauteur du talent de ceux qui vont se produire sur cette scène, quoi. Donc théâtre, c'est neutre. Moi, ça me va bien, finalement. C'est neutre en attendant mieux. Théâtre municipal, moi, ça me gêne. C'est s'approprier, s'arroger cet outil. Moi, je trouve ça prétentieux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Eh bien, je vais mettre aux voix les différentes possibilités. Donc, qui est... On commence par quoi d'ailleurs? Je ne vais pas voter par quoi on commence, mais des fois ça peut influencer la joie finale. Mais je les prends dans l'ordre qui sont présentés. Qui est pour retenir le nom Le Théâtre? Alors, Patrick, tu comptes?
Qui est pour le théâtre, le TMP? Donc ça ferait 15 et... D'accord. Donc le théâtre municipal Pazenay, qui s'abstient? Une abstention. Oui, oui, oui. Oui, j'ai compris. D'accord. Mais non, mais... Oui, c'est vrai que moi j'ai deux voix aussi. Excusez-moi, j'aurais dû lever une deuxième main, moi, parce que j'ai un pouvoir. J'ai oublié. Mais ça change pas le sens du vote. Si ça s'était joué à une voix près, ça aurait pu changer. Ça aurait pu changer le vote. Mais... D'accord, donc c'est voté, voilà. Hein, le TMP. Oui. Bernard. Oui. Oui, parce que je me suis pas exprimé, mais en fait, oui, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, en fait. Je suis contre les deux noms. D'accord. Mon vote ne fera pas changer la donne, mais bon, c'est comme ça. Je vote contre, oui. D'accord. Excuse-moi, tu t'es pas exprimé, j'ai pas demandé qui vote contre. Oui. J'ai dit qui s'abstient, c'est moi qui n'ai pas allé au bout. Qui vote contre? Donc, Anthony, tu votes contre. Et voilà, on a fait le tour. Est-ce qu'avec ça, on est au 29? Donc, comme tout le monde avait donné, c'est bon. Merci. Il manquait une voix. Donc, le point numéro 4, c'est sur les tarifs de billetterie de la salle de spectacle. Mariette. Donc, les spectacles organisés par la municipalité feront l'objet d'une billetterie, afin de proposer des tarifs simples et alignés sur les tarifs pratiqués dans les salles alentours. Monsieur le maire propose la création de 3 typologies de tarifs de billetterie. Un plein tarif à 14 €, un tarif réduit appliqué aux étudiants, lycéens, apprentis, demandeurs d'emploi, intermittents du spectacle et aux groupes de 10 personnes et plus, 10 €. Et enfin, un tout petit tarif de 7 € appliqué pour les minima sociaux, les moins de 16 ans, et comme tarif unique pour les spectacles jeunes publics. Il y aura également des invitations pour les professionnels dans le cadre de leur activité, les journalistes, les bénévoles mobilisés sur l'accueil des artistes et du public. Donc voilà. Oui, le tableau reprend ce que pourraient être les tarifs une première année, sachant que ça peut évoluer en fonction de comment la programmation évoluera les années suivantes. Hein. Là, on n'est pas... c'est des choses qui peuvent être discutées, mais ça permet de démarrer, de fixer ça. S'il y a des spectacles, il n'y en aura peut-être pas beaucoup à l'automne, hein, ça sera peut-être au début d'année 2022 plutôt, je pense. Hein. On est en amont, là, quelque part. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette proposition? Oui. Élodie? Oui. Souvent, sur les salles de spectacle aux alentours, c'est pas forcément un tarif unique, ça va dépendre du spectacle. Comment on peut déterminer un tarif unique sans savoir ce que vont prendre les compagnies enfin, je comprends pas trop. Pourquoi pas adapter le tarif suivant ce qui est proposé en fait. Alors c'est vrai que quand il y a des catégories de tarifs, ça dépend effectivement du montant de session du spectacle. Là, on va être sur une première année d'expérimentation. La programmation n'est pas faite. On n'a pas idée des montants de session. Donc ça va peut-être être dans un premier temps pour lancer la première saison culturelle, plutôt de se dire que les sessions doivent être équilibrées sur le budget qui aura été alloué, et puis de conserver une billetterie assez simple au départ pour que tout le monde s'y retrouve, parce que ça va être le début, et puis après, à l'usage, on va voir comment les choses évoluent et les adapter. C'est pareil, on s'était posé la question des abonnements.
On a écarté cette piste-là, aussi en raison du Covid, parce que depuis plusieurs mois maintenant, il y a tellement eu d'annulations que de retrouver la confiance du public, la fidélisation, de passer par l'abonnement, c'était peut-être un petit peu compliqué. Et puis encore une fois, on vote les tarifs aujourd'hui parce qu'il faut bien commencer. Mais il y aura une première saison qui va être un peu d'expérimentation et puis d'ajuster ensuite. Mais donc, en fait, ça peut être à perte. Ça peut être à perte, ouais. Mais parce que de toute façon, quand on programme un spectacle, on ne sait pas s'il y aura 5 spectateurs ou 300. Enfin, on espère qu'il y en aura plus que 5, mais en tout cas, ça peut être 100 spectateurs ou 300. Et ce n'est pas parce qu'il y a 100 spectateurs qu'on va répartir le coût de session du spectacle sur 100. Enfin, c'est des calculs de toute façon qui sont à l'équilibre. Et ça peut déterminer aussi le type de compagnie ou de spectacle à qui on va faire appel, quoi. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément être dans la même catégorie que... Enfin, voilà, Mais bon, j'entends, hein, mais c'est juste des questions que je me pose. Est-ce que c'est quelque chose qui va évoluer plus tard ou voilà, est-ce que c'est un parti pris de faire un tarif unique et fixe pour continuellement, ou si après, suivant le type de spectacle, ce qui peut aussi avoir l'avantage de viser sur des spectacles peut-être un peu plus haut. À un moment donné, on parlait peut-être de partenariat avec le Grand T, etc. J'imagine que c'est des spectacles qui coûtent quand même beaucoup plus cher. Alors, c'est pas le fait qu'ils soient en partenariat avec le Grand T qui coûte plus cher. Après, c'est sûr que si on fait venir des têtes d'affiche ou des compagnies internationales, là oui, les montants de session vont être beaucoup plus chers. Mais on peut tout à fait réussir à boucler une programmation avec des spectacles qui vont être un petit peu moins chers, d'autres un petit peu plus chers, et au final de la saison, ça s'équilibre en fait. Et voilà, et au départ, c'était vraiment ce parti pris d'être aussi sur la simplicité, pour aussi, à la fois en gestion, mais surtout pour le public, de savoir s'y retrouver. Pourquoi est-ce que ce spectacle-là serait plus cher que tel autre, Pour l'instant, c'est de venir découvrir, de prendre le plaisir d'assister à des spectacles. Et puis ensuite, quand la programmation évoluera, et si on voit qu'il y a besoin de spectacles plus tête d'affiche, etc., et qu'il y a besoin de faire de la billetterie supérieure, les tarifs peuvent être revus à chaque saison culturelle, en fait. Il faut prendre ça comme un premier galop d'essai. Et puis on s'adaptera en fonction des évolutions. Bon, on aura l'occasion d'en rediscuter, je pense, au printemps prochain, enfin dans un an, parce que c'est bien de fixer les tarifs maintenant pour la rentrée à partir du mois de septembre. Donc chaque année, on risque de les fixer à peu près à la même période qu'aujourd'hui, à peu près à cette période-là. Et donc on se reposera la question en fonction de ce qui se sera passé au printemps 2022. On se reposera la question. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur cette proposition ? S'il vous plaît. Oui. Si je peux me permettre, est-ce qu'on pourrait pas rajouter les personnes handicapées, on en parlait tout à l'heure, dans les hauteurs de tarification, pour la simple et unique raison, c'est qu'avec l'AAH, ils ne dépassent pas 800 €, voire certains 600 € par mois. Les minima sociaux ? Oui, mais si vous ne le spécifiez pas, ça ne peut pas être pris. C'est pas parce écrit, qu'ils ne se là. promèneront pas avec leur feuille de paye. D'accord. Attends. Ouais, alors, c'est ça. Qu'est-ce qu'on considère les minima sociaux ? C'est ça, parce qu'en fait, pour nous, c'est inclus dans les minima sociaux, mais comment tu proposes de l'écrire, Mariette ? Du coup, c'est l'allocation travailleurs handicapés qui permet de... C'est ça mais... Qui peuvent rentrer dedans, parce qu'il y a des personnes handicapées qui vont rentrer, ceux qui peuvent payer dans le mois, il y en a qui ne pourront pas. Et en général, une personne handicapée ne peut pas se débrouiller, donc il lui faudra une base dans les tarifs qu'il voit. Alors, de toute façon, pour les minima sociaux, oui. Quoi qu'il arrive, on avait bien réfléchi
qu'il y aurait un partenariat avec le CCAS pour justement aussi favoriser l'accompagnement, aller vers les publics, vers ces publics qui peuvent être des fois aussi considérer que ça c'est peut-être pas pour eux, que ça va être trop cher, enfin il y a plein de freins symboliques au-delà des freins financiers et c'est sûr que juste de mettre un tarif ce n'est pas suffisant et qu'il faut aussi un accompagnement. Mais c'est parce que... Voilà. On entend mal, t'as pas rallumé. Ah, ça y est. C'est d'accord. Il n'y a plus de batterie. Il clignote, oui, je sais pas. Il y a un truc, s'il clignote, c'est que... Peut-être plus de piles dedans. C'est mieux là. Non, ce que je veux dire, c'est l'écrire parce que... Oui, alors après ça c'est la délibération. Sur la plaquette de saison, ce sera peut-être précisé différemment justement comment est-ce qu'on fait, parce que c'est sûr qu'on n'arrive pas tous comme ça aisément à la billetterie du théâtre en disant voilà j'ai telle caractéristique qui me permet d'avoir un tarif réduit. Moi je trouve qu'en mettant les minima sociaux, on englobe. Voilà, pour la délibération, après pour la communication au public, là ce sera différent, bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est peut-être trop... La personne qui va être handicapée ne verra pas ce que veut dire minima sociaux. Quand vous mettez personne handicapée, il verra qu'il a droit à ça. C'est ça que je veux dire. Quelque part, c'est prendre l'handicap là où il est. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément, tant qu'on va être minima sociaux, nous, on sait ce que ça veut dire. Mais lui ne saura pas. Et donc ta proposition, ça serait d'écrire personne handicapée. Personne porteur de handicap. Mais après, il y a différents handicaps. Hein. Ils ne sont pas tous... Moi, je trouve qu'on pourrait l'écrire, mais en le liant aux minima sociaux. Bien le spécifier. Oui, après, je ne connais pas, moi, quels sont les termes exacts pour parler des personnes qui sont en situation de handicap, pour pouvoir le spécifier exactement dans une délibération qui fige un peu les choses. Alors que minima sociaux, dans la délibération, c'est suffisamment large pour les englober. Après, dans la communication qui sera faite, on y fera attention. Mais dans la délibération, moi, je ne sais pas comment le mettre. Mais il y a peut-être d'autres solutions. Je ne connais pas tout. Mais je comprends la remarque. Mais c'est vrai que l'écrire, pour nous, c'est implicite quand on écrit appliqué pour les minima sociaux. Et après, ça sera dans la communication à faire. Parce que là, si on l'ouvre à tous les travailleurs, enfin tous les gens porteurs de handicap, ça peut, tu vois bien, c'est un peu large aussi. Donc... Et est-ce qu'on peut voir comment l'on dénommé Machecoul et par exemple oui, France? Peut-être. Je pense qu'au stade où on en est, moi je vous propose s'ils l'ont fait, de l'adopter comme ça et on reprécisera les choses le moment venu parce que la remarque est... Et on peut en écrire la remarque avec la délibération d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire de mettre que la situation des travailleurs handicapés sera... regardez, je ne sais pas comment, mais bon. Parce qu'il ne faut pas non plus faire de discrimination. Donc, c'est un peu complexe. Hein, comme... Le pire, c'est que si vous ne le mettez pas, vous allez faire de discrimination, systématiquement au niveau juridique. C'est ce que je veux dire. Non, quand c'est écrit minima sociaux... Eh bien, vous verrez, on en reparlera. Parce qu'ils sont pour la plupart aux minima sociaux, donc ils sont dedans. Mais... Ouais. En plus de la hache. Bon, on va pas... Sauf s'il y a une proposition là ce soir, mais moi je propose de faire adopter tel que c'est proposé, et puis on va creuser cette question-là. En regardant, comme ça a été dit par Isabelle, regarder comment c'est traité à Rouen, à Machecoul, cette question du handicap dans les tarifs. Hein, OK. Est-ce que sur cette proposition de tarif, est-ce qu'il y a à 14, 10 et 7 euros donc, est-ce qu'il y a des oppositions?
Est-ce qu'il y a des abstentions? D'accord. 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Entendu, merci. Alors, on arrive au point numéro 5, qui sont les tarifs du restaurant scolaire pour l'année 2021-2022, donc qui commenceront dès la rentrée de septembre 2021. Et je vais demander à Gérard de nous présenter cette nouvelle proposition. Comme chaque année, sur proposition de la Commission de finances, il est demandé au Conseil municipal de fixer les tarifs de restauration scolaire pour l'année scolaire. Monsieur le maire informe l'Assemblée de la mise en place en 2019 par l'État d'une incitation financière en direction des communes rurales les plus fragiles afin qu'elles puissent faciliter l'accès des écoliers les plus en difficulté à la restauration scolaire avec une tarification sociale. En effet, il a été constaté que dans beaucoup de communes rurales, les cantines n'offrent pas de tarification sociale et les enfants des familles les plus en difficulté ne les fréquentent pas. Avec la cantine à 1 euro, l'objectif est de garantir aux familles en difficulté des repas équilibrés pour leurs enfants en milieu scolaire. Ça me rassure, le micro ne marche pas seulement qu'avec l'opposition, c'est aussi avec la majorité, t'as vu? Je ne sais pas ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a un problème de pile ou je ne sais pas. Il est proposé d'arrêter les tarifs du restaurant scolaire pour l'année scolaire 2021-2022 comme suit, en y ajoutant une tranche supplémentaire de quotient familial entre 840 et 991 et en revalorisant les tarifs de 2%. Donc vous avez les tableaux en dessous qui correspondent aux tarifs qui étaient en application, qui étaient en vigueur cette année, 2020-2021. Donc on avait, en fin de compte, on a rajouté une ligne, c'est la ligne de 840 à 991. Donc on avait des tarifs pour la première tranche à 3 €. Donc quand on parle de 3 €, c'est bien sûr c'est 1 € payé par les familles et les 2 € qui sont d'aide de l'État. Après on avait un tarif à 3,45 pour la tranche de 535 à 991. Et après, on était donc de 992 à 1350 à 3,90 € et 1350 à plus à 4,25 €. Donc on a revalorisé les tarifs de 2 €, ce qui porte... de 2%. De 2% plutôt, oui. Ce qui porte donc les tarifs, le premier, on l'a laissé à 3 €. La deuxième à 3,52 €. La ligne qu'on a rajoutée, on passe à 3,76 € et les deux autres donc à 3,99 € et 4,34 €. En fait, ça permet de faire des marches plus régulières, quoi, et moins d'écart entre les marches, quoi. En fait, oui, parce qu'on s'est aperçu que donc déjà que 50% des familles étaient sur la dernière tranche, en fin de compte. Quand on regarde ce qui a été facturé actuellement, le 50% est sur la dernière tranche, 30% sur celle qui était avant, et la première tranche ne représente que 4% des familles. Donc on a rajouté une tranche pour répartir, pour allonger un peu le spectre des familles sur la tranche qui était la plus élevée. Avec la même somme au global, c'est réparti avec une même somme au global, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc à aujourd'hui, on a augmenté de 2%, parce que l'année dernière, on n'avait pas augmenté, justement dû au fait des problèmes du Covid, et du fait aussi qu'on va faire du fait qu'on passe cette année, l'année 2020-2021, on va rentrer sur un autre système de restauration, puisqu'on va passer au self. Et donc, on va apporter un service différent aux familles, avec une qualité de repas qui devrait être aussi différente. Donc, on
on a opté en commission pour mettre 2% d'augmentation. Donc ça représente, vous pouvez regarder que ça ne représente pas des sommes énormes. C'est toujours bien sûr cher pour les familles qui payent les plus chers, mais ça reste quand même encore honorable pour la qualité des repas qui est proposée. Et on doit voter aussi les tarifs pour les adultes qui bénéficient du restaurant scolaire. Donc les tarifs des enseignants, qui sont donc là, le tarif est fixé par rapport à leur indice de revenu. Et là, donc, on a pratiqué aussi 2% d'augmentation. Donc, les enseignants qui sont au-dessus de 492 d'indice passent de 7,09 € le repas à 7,23 €. Les tarifs des enseignants qui sont en dessous de 492 d'indice payaient 5,45 et passent à 5,56. Et les tarifs d'intervenants scolaires ou remplaçants ou visiteurs sont passés de 7,09 € à 7,23 €. C'est le premier tarif. OK. Y a-t-il des observations sur ces propositions faites par la Commission? Oui, Isabelle. Moi, j'ai été remplaçante un certain temps. Et je peux vous dire qu'on n'est pas à l'indice 492 quand on est remplaçant. Enfin, en général, on est les moins bien payés, donc pourquoi ils n'auraient pas le tarif le moins cher? Pardon? Je ne sais pas. Pourquoi? Non, c'est... C'est quoi remplaçant alors? Comment? C'est quoi? C'est quel type de remplaçant? C'est vrai que c'est pas clair. On est reparti sur les tarifs qui étaient appliqués depuis le dernier mandat, donc c'est pour ça qu'on a simplement... on va supprimer remplaçant, oui. Oui, parce qu'après, pour les remplaçants, ce sera l'indice qui comptera. L'indice plus de 492 ou moins de 492. En fait, ça dépend du type de remplacement. Si c'est un remplacement à la journée, que ça soit un remplaçant qui vient remplacer un enseignant qui est en formation pour la journée, il vient une journée, on ne va pas lui demander son indice peut-être, je ne sais pas. Donc là, ça pourrait se comprendre sur une journée, mais un remplacement d'une semaine ou 15 jours, il n'y a pas de raison que le remplaçant paye plein pot, me semble-t-il. Oui, mais dans ce cas-là, on peut supprimer remplaçant. C'est pas un mais du coup, on met tarif intervenant scolaire, c'est-à-dire des intervenants extérieurs, mais on enlève remplaçant. Mais bon, oui, Elodie, vous savez, ceux qui savent comment ça se passe dans les écoles, dites-nous. Là. Dans quelle catégorie rentrent les AESH? Intervenants scolaires. Alors, pour information, moi, je paye 3,80 € au lycée Clemenceau. Oui. C'est ceux qui gagnent le moins. On n'est pas à temps plein, on gagne un SMIC horaire. C'est des prix, là, qui sont assez monstrueux. Je tiens mes propos. Aujourd'hui, depuis que je suis adjoint aux affaires scolaires, on n'a pas facturé un seul repas aux enseignants. Ni aux remplaçants, ni à personne. Donc en fin de compte, à part les parents d'élèves qui viennent visiter les restaurants scolaires, c'est les seuls... Oui, mais demain, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un AESH qui est dans l'obligation d'assister à un élève sur le temps du midi. Et donc à ce moment-là, il devra payer son repas et c'est absolument pas des tarifs adaptés et c'est ni un enseignant et il est très 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 loin en dessous de 492, je peux vous l'assurer. Donc je pense qu'il manque une tranche. Oui, ça pourrait être l'autre alternative, c'est-à-dire que de mettre une tranche à moins de 300 ou moins de 350, quoi, ou quelque chose comme ça. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas... Moi, ce que je propose, c'est que, parce que je pense que c'est vrai que devant la commission, parce que la commission, c'est bon, on peut adopter les tarifs aujourd'hui, mais la commission, elle peut regarder
Combien de personnes ont été concernées par ces tarifs-là? Combien ça a été facturé et ce que ça représente? Et je pense qu'on zéro. Zéro, c'est pour ça qu'on a reproduit, on a reporté les tarifs qui étaient appliqués depuis plusieurs années. Et en fait, on les facture pas, c'est ça? Comment? Tu dis zéro parce que... Non, il n'a pas... les enseignants, personne ne mange au Oui, c'est ça. scolaire. C'est qu'en fait, les enseignants ramènent de chez eux. Oui, mais je suis d'accord avec toi, Gérard, ça c'est la réalité. Mais ce qui est écrit sur le papier doit prendre en compte tout ce qui peut se produire. Moi, je mettrais d'abord intervenant extérieur, ce qui correspond à quelqu'un qui arrive ponctuellement dans un établissement pour une action diverse et variée, une présentation, etc. Et je suis d'accord, moi, totalement avec Élodie. Il faudrait mettre une tranche pour les intervenants accompagnant les enfants handicapés en situation de handicap, parce que eux, ils sont payés au lance-pierre. Il n'y a pas d'autre terme. C'en est un scandale le plus total. Donc, effectivement, de peut-être mettre là une tranche inférieure, réfléchir à une tranche inférieure. D'accord. Et je pense que Élodie est là tout à fait... mais comme on a fait au-dessus, on a rajouté une tranche au-dessus. Exactement. On peut très bien mettre une tranche. Non, mais il n'y a pas de problème. On peut réfléchir. Il faut absolument qu'on vote le premier tableau parce que il faut on lance les inscriptions et puis qu'on renseigne les documents auprès des familles. Oui, c'est ça. Par contre, le deuxième tableau, on va le retravailler. Et en y incluant des tranches inférieures. Mais sur le premier tableau, concernant le repas des enfants, les deux dernières tranches, on saute de 4,07 € à 4,43 €. Moi, je pense qu'il manque encore une autre tranche. On peut encore plus élargir le spectre. De 4,07 € à 4,03 €. 43. Je ne le vois pas, moi. Non, on est de 3,99 à 4,34. Non, de 4,25 à 4,34. Oui, mais il y a eu une erreur dans le tableau qui vous a été envoyé. Ah, c'est pas... Ah, c'est pas le même que sur ce qu'on a reçu cette semaine, alors. Non, il y a eu une erreur dans le tableau qui vous avait été envoyé parce qu'on avait appliqué 2 fois 2% sur le tarif. Mais est-ce que le document, vous l'aviez dans votre chemise, là? Oui, vous avez le document. Vérifie, donc... Oui, je l'ai. Il y a des chiffres différents. D'accord. Ok. Je comprends maintenant. Mais il manque quand même, à mon point de vue, il manque quand même des tranches parce que si on veut être cohérent avec... je reviens sur Pas à Pas qui propose 8 tranches sur leurs tarifs. Nous, on est à 5. On pourrait encore un peu plus élargir nos propositions. Ben oui. On est passé de 4 à 5 déjà. On est déjà passé de 4 à 5 et chez Pas à Pas, ils ont 2 tranches avant la nôtre, avant celle qui est à 5,34. Donc pour nous, il n'y a pas vraiment d'intérêt de faire 2 tranches supplémentaires avant... 1202. Oui. À Pas à Pas, ils ont des tranches avant 534. Ils ont 2 tranches avant 534. Oui, puis il y en a aussi donc après. pour nous, il n'y a pas d'intérêt à faire cela. Et on a rajouté, et à aujourd'hui, si vous voulez, les tranches qui sont impactées, c'est vraiment les 2 dernières, c'est vraiment les 2 dernières tranches qui étaient impactées. C'est comme si on en avait 7, quoi, si tu comparais à Pas à Pas. Ouais. Parce qu'il y en a 2 avant en dessous 534. C'est le même tableau. Hein. Non, c'est comme si on en avait 6, du coup, plutôt. Bon. Moi, je vous propose de voter quand même, malgré tout, parce que la commission a travaillé dessus. Je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait. On est passé de 4 à 5 tranches. Peut-être qu'à l'avenir, il faudra encore évoluer. Mais enfin, déjà, je vous rappelle qu'il y a 2 ans, il n'y avait pas de tarif. Il n'y avait pas de tarif au quotient, au taux d'effort. Hein. On l'a mis en place il y a 2 ans, donc déjà, c'est des choses qui ont avancé. Ça permet de faire bénéficier la première tranche à 1 € et que c'est aidé par l'État en compensation. Donc voilà, je trouve que ça a déjà bien avancé depuis quelques années quand on regarde les choses. Oui, tous les enfants sont inscrits systématiquement et après,
donc un dossier est monté à l'inscription et les enfants qui viennent manger ponctuellement ont déjà on connaît déjà leur quotient familial pour leur facturer les repas. Oui, oui. Non, il n'y a pas de tarifs spéciaux pour les enfants. C'est ce qu'on avait jusqu'en 2017. Ouais. Il y avait un tarif inscrit à l'année et un tarif occasionnel. Mais quand on est passé au quotient familial, avec le nombre de tarifs qu'il y a, ça nous paraissait compliqué de maintenir les deux systèmes. C'est pour ça qu'on est revenu à ce système-là. Oui. Oui, d'accord. Non, mais parce qu'ils sont inscrits par défaut. Ils sont inscrits par défaut et on prend toutes les informations au cas où ils viendraient manger. Parce qu'on s'aperçoit que quand même plusieurs enfants viennent manger assez régulièrement. Ok. Et là, pour parler, quand je disais que le premier tarif était assez anecdotique, ça représente sur les 600 familles, ça représente 22 familles. Celui à moins de 534 ? Ouais. D'accord. Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Oui, vas-y Frédéric. On dit que le prix des repas est hyper cher à Sainte-Pazanne. Il faut quand même savoir que dans cette salle, j'ai mon voisin ici qui est agriculteur. Moi, je travaille dans le milieu agricole aussi, j'ai mon exploitation. Il y a des gens qui se suicident tous les 2 jours pour essayer de vivre. Et on est en train de baisser des repas. Je sais pas, les gens, est-ce qu'ils pensent à ces gens-là qui travaillent dur ? Et on est en train de baisser les choses aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas cher, un repas à 3 €. Je pense que c'est un autre débat et on peut peut aussi parler des gens qui travaillent comme moi de 8h à 18h et qui ne peuvent pas nourrir ses enfants. Oui, voilà. On peut parler salaire, on peut parler salaire aussi, mais je pense que c'est pas le débat ici. C'est vrai que c'est pas ça qui va changer, qui va changer la donne, Frédéric. Même si c'est un vrai débat, mais c'est pas ça qui va changer. Juste apporter un point, c'est le coût aux familles, mais c'est pas le coût du repas. Oui. Et nous, on rajoute au bout, évidemment, et donc les producteurs sont payés en conséquence. Le coût pour la municipalité, c'est à peu près entre 5 et 6 €. C'est-à-dire que ce qu'on facture aux familles, ça couvre 60% du prix. Ce que dit Olivier. Quoi. Dans le coût de repas, oui. Le prix de revient d'un repas. Oui, bien sûr. Mais bon, comme quoi, à partir des tarifs... Il faut tarifs... peut-être mieux baisser le tarif et que tout le monde paye quand même. Voilà. C'est peut-être mieux de baisser le tarif pour que tout le monde puisse payer et participer. Ouais. Ce que veut dire Laurence. C'est un autre débat, mais Laurence, aujourd'hui, on a très peu de familles qui ne payent pas. Hein. Le taux de recouvrement est à plus de 95%. Hein. Bah oui. C'est assez marginal, les familles qui ne payent pas, en fin de compte. Ok. Sur ces discussions, je propose qu'on vote la première partie du tableau pour pouvoir préparer la rentrée scolaire. Et que sur la deuxième partie, qui a moins de conséquences, on en reparlera. Et puis on va refaire une proposition pour le prochain par rapport aux enseignants et aux intervenants extérieurs. On fera une proposition. Donc sur la première partie du tableau, est-ce qu'il y a des oppositions sur ces propositions de tarifs ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Non, il y a des abstentions. Excusez-moi, j'ai pas... Il y a 4 abstentions. On passe à l'école de musique. C'est qui ? C'est Mariette qui nous propose les tarifs ou Nathalie ? Non, j'en sais rien. Arrangez-vous, mais il y a beaucoup de choses dans le tableau, donc on va peut-être pas tout lire. Tu vas nous dire ce qui va changer. Alors, donc comme chaque année, sur proposition de la Commission Finances, il est demandé au Conseil municipal d'arrêter les tarifs de l'école municipale de musique pour l'année scolaire. Et donc, les tarifs ont été revalorisés de 2%.
Reste inchangé le cursus découverte, puisqu'il y a une participation avec l'aglo, donc Pornic Aglo Pays de Ré, et toutes les communes sont aidées et s'entendent sur ce tarif. Et puis sinon après, voilà, je vais peut-être pas relire tout le tableau parce que ça va prendre beaucoup de temps. C'est juste une mise à jour des tarifs, de tous les tarifs, sur la formation, sur aussi, après il y a les tarifs de location également, qui eux restent inchangés. Oui, parce que ça faisait des tarifs assez élevés, je crois. Ce tarif de location, on a proposé de rester au même prix. C'est ça que la commission a dû discuter. Bon, sur ces tarifs école de musique, là aussi, c'est pour les appliquer à la rentrée 2021, mois de septembre. Donc, il vaut mieux qu'on les vote aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Merci. Donc, retenue de garantie entreprise Pajot. Oui, je vais vous lire ça. C'est dans le cadre du marché d'extension du restaurant scolaire de la Nantaise. L'entreprise de maçonnerie Pajot, attributaire du lot numéro 3 en couverture, n'a pas assuré la protection suffisante du chantier. De ce fait, il est proposé de retenir 230,40 € sur les 434,58 € de retenue de garantie globale. Cette retenue de 230,40 € est appliquée pour participation à 50% aux travaux de reprise à la suite de dégâts des eaux imputables à l'entreprise pour défaut de protection lors de son intervention. Pour permettre au comptable public de ne rembourser que la part de la retenue de garantie restante à l'entreprise Pajot à hauteur de 204,18 €, il convient de m'autoriser à émettre un titre de recette de 230,40 €. Ce titre de recette au compte 7718, donc c'est un compte dans les recettes, permettra la déduction de cette somme sur la retenue de garantie qui sera versée à l'entreprise Pajot. Voilà, donc c'est pour verser 230 € à la commune et faire une petite pénalité à l'entreprise Pajot. Est-ce qu'il y a des observations, des oppositions ou des abstentions? C'est un règlement, je dirais, autant administratif qu'autre chose. Alors, après, pacte de gouvernance. Donc la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019, c'est assez récent, a donné la possibilité aux communautés et aux métropoles de formaliser un pacte de gouvernance dans le but notamment de mieux associer les communes membres au fonctionnement de l'intercommunalité. Donc quand on parle de pacte de gouvernance, c'est au niveau de l'intercommunalité. Le pacte de gouvernance est un outil au service de l'intercommunalité et de ses communes membres. Son contenu est assez ouvert. Les articles de 5211-11-2 donnent des exemples de ce qu'il peut prévoir. Il peut prévoir, entre autres, la mise en place de conférences territoriales, la délégation par convention de la gestion de certains équipements communautaires par les communes membres, la possibilité pour les élus municipaux non communautaires d'assister aux commissions intercommunales, les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d'intérêt communautaire, les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l'établissement public et ceux de communes membres, afin d'assurer une meilleure organisation des services, les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l'établissement public, etc. Toutes ces thématiques sont particulièrement intéressantes et la communauté d'agglomération Pornic Aglo Pays de Ré et les communes membres s'en sont d'ores et déjà saisies sans attendre cette nouvelle réglementation. Depuis maintenant 4 ans et la création de notre communauté d'agglomération, Pornic Aglo Pays de Ré a toujours travaillé en portant une vigilance toute particulière à maintenir et renforcer le lien de proximité entre communes et intercommunalité. L'action communale ne peut être déconnectée de l'action communautaire et inversement. Cet équilibre entre communes et communautés est essentiel. Historiquement, Pornic Aglo Pays de Ré a eu la volonté de renforcer le dialogue entre les communes et l'intercommunalité. Toutes les réflexions engagées depuis la fusion ont permis de resserrer ces liens. Différents documents existants formalisent cette volonté. D'une part, le règlement intérieur, qui est venu formaliser l'ouverture des commissions communautaires aux élus communaux, la formation d'un conseil des maires, la présence de l'ensemble des maires au sein du bureau communautaire, l'information des conseillers communautaires de la tenue des instances communautaires
et la communication des comptes rendus à l'ensemble des conseillers municipaux. Il y a aussi le schéma de mutualisation des services entre communes et agglomérations qui a permis de mieux coordonner l'action de nos collectivités à l'échelle du territoire communautaire. Il est principalement axé sur des enjeux de coordination et de mise en réseau visant à répondre aux besoins croissants d'expertise et d'ingénierie des communes. Ce travail a d'ores et déjà abouti à la création de services communs, de groupements d'achat, de mise à disposition entre communes et intercommunalités, de mise en réseau des DGS. Il s'agit d'un schéma évolutif qui fera l'objet d'actualisation. Il existe aussi le pacte financier et fiscal qui a permis de poser les bases d'une nouvelle gouvernance financière entre communes et communautés. Il a réuni les communes et la communauté autour d'un diagnostic partagé. Excusez-moi, avec ça, ça me gêne. Sur l'organisation financière commune et sur les stratégies financières à venir. Cela a permis d'aboutir à un outil de gestion encadrant les flux financiers entre communes et communautés. Là aussi, il s'agit d'un document évolutif qui fera l'objet d'actualisation. Autre dossier qui existe, c'est le projet de territoire, si stratégique pour l'avenir du territoire, qui associe et associera l'ensemble des élus municipaux dans le cadre de séminaires ou d'ateliers de la phase diagnostic jusqu'à la restitution finale. Le masque m'a gêné, excusez-moi. Le Conseil communautaire du 4 février 2021 a validé le principe de formalisation d'un pacte de gouvernance, tout en rappelant que compte tenu de l'ensemble des démarches d'ores et déjà engagées et compte tenu de leur formalisation dans les documents existants, le pacte de gouvernance prendra la forme d'un document cadre synthétique et renverra vers les documents sectoriels, à savoir ce qu'on vient de vous citer, le règlement intérieur, le schéma de mutualisation, le pacte financier et fiscal et le projet de territoire. L'objet du pacte de gouvernance est donc de réaffirmer pour le grand territoire communautaire ce principe d'une juste articulation entre communes et communautés pour parvenir à un développement territorial équilibré, solidaire et de proximité. Il est à noter que la loi du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire a porté à 1 an le délai pour l'approbation du pacte de gouvernance. Aussi, il appartient aux communes membres d'émettre un avis sur ce projet de pacte avant l'adoption définitive par le Conseil communautaire. Et donc nous sommes appelés ce soir à délibérer pour émettre un avis sur ce projet de pacte de gouvernance et de me charger de notifier cet avis au président de l'EPCI. Y a-t-il des remarques sur ce qui vous est proposé, qui est proposé donc aux 14 autres communes de notre PCI et qui devra, suite à cela, repasser en conseil communautaire? S'il n'y a pas de remarques particulières, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? D'émettre un avis favorable sur le projet, oui. Est-ce qu'il y a des oppositions sur ce projet de pacte de gouvernance? Oui, je propose un avis favorable. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce qu'on émette un avis favorable? Est-ce qu'il y a une abstention? Merci, donc c'est approuvé à l'unanimité. L'avenant à la convention de portage sur l'établissement foncier de Loire-Atlantique. On en a parlé tout à l'heure. Lors de sa séance du 18 décembre 2018, le conseil municipal a délibéré afin de solliciter l'intervention de l'agence foncière de Loire-Atlantique pour l'acquisition et le portage d'une parcelle près de la gare. C'est la parcelle dont on a parlé sur le premier point de l'ordre du jour. Cadastré AH numéro 45 et d'une superficie de 2221 m², supportant une maison d'habitation ancienne et des bâtiments annexes. La parcelle concernée fait partie intégrante du projet d'aménagement sur le site Gauvry et Gare, projet en cours. Monsieur le maire, je propose... Monsieur le maire était notamment... Monsieur le maire était notamment autorisé à signer la convention de portage forcier pour ces biens, l'ayant la commune et l'agence foncière de Loire-Atlantique pour une durée maximale de 5 ans. Or, le conseil d'administration de l'établissement foncier de Loire-Atlantique, terme qui a remplacé l'agence foncière de Loire-Atlantique, il y a eu une évolution statutaire sur cette agence foncière, a approuvé son nouveau programme pluriannuel d'intervention le 15 février 2021 et a validé de nouvelles modalités de portage, parmi laquelle la prise en charge intégrale par l'établissement public foncier des frais de portage à compter du 1er janvier 2021.
Le présent avenant a donc pour objet de supprimer les avances de trésorerie ou le remboursement des frais de portage prévus dans la convention initiale. En fait, on paye depuis que... En fait, l'agence foncière, pour vous rappeler, pour ceux qui... de l'ancien conseil même, peut-être vous en rappelez pas, on avait acheté ce terrain de 250 000 €. C'est l'agence foncière qui l'achète pour le compte des communes et elle nous faisait payer des frais de portage de 3 200 € par an pour assurer le fonctionnement de l'agence foncière. Et la délibération dit que maintenant, en fait, il y a une nouvelle façon de... Il y a une taxe qui a été instituée pour faire fonctionner l'agence foncière de Loire-Atlantique. Et donc, il n'y a plus de facturation aux communes. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'ils ils vont plus nous facturer ces 3 200 €. C'est ça qu'on vote ce soir. C'est qu'on fait, on fait un avenant à notre convention pour supprimer la facture que nous envoyait l'agence foncière tous les ans. Voilà. Est-ce qu'il y a là-dessus... C'est plutôt un plus pour la commune, donc en général, on ne s'y oppose pas. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Donc on doit l'approuver. Après, on a 2 délibérations qui concernent une petite parcelle à la Chopinière. Il faut d'une part la désaffectation et déclassement d'une parcelle et ensuite la cession de cette parcelle à un riverain. Donc je vais demander à Constant de nous en faire la présentation. Donc la commune doit procéder à la cession d'une parcelle issue du domaine public. Cette parcelle est située à Chopinière et jouxte la propriété de M. Hervé Coutan et Mme Nathalie Guilbeault. Il s'agit d'une bande de terrain étroite, parcelle cadastrée section YD numéro 157, d'une superficie de 104 m² située en zone AA, correspondant à une zone agricole. Donc c'est la petite partie tout en long, en rouge, que vous avez... le long du chemin des servitudes pour l'accès aux maisons. Pour permettre cette cession, il convient préalablement de procéder à la désaffectation puis au déclassement de cette parcelle issue du domaine public. La parcelle issue de la voirie communale n'est pas utilisée à l'usage direct du public, elle est adossée à une propriété individuelle. Ce délaissé communal ne présente aucun intérêt pour la commune. Il forme une bande inconstructible de terrain nu et libre en friche herbeuse. La désaffectation et le déclassement de cette parcelle n'est pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation des usagers. Dans ce cas, le déclassement de cette parcelle de voirie communale est dispensé d'enquête publique. Il est proposé au conseil municipal de constater la désaffectation de cette partie du domaine public d'une superficie de 104 m², puis son déclassement afin de l'intégrer au domaine privé de la commune en vue de sa cession. Tout en sachant que c'est le riverain déjà qui l'entretient, quittant régulièrement cette petite partie-là. Que c'est juste devant chez lui. Tu peux peut-être présenter le 11 à suivre et puis je ferai voter les deux en même temps parce que c'est tellement lié. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir vendre une parcelle, la commune, il faut la déclasser du domaine communal, la rentrer dans le domaine privé pour pouvoir la vendre après aux riverains. Donc voilà, c'est les deux qui se suivent, qui sont Donc je présente au très conseil impliqués. municipal la cession d'une partie du domaine public communal suite à son déclassement à M. Hervé Goutan, Mme Nathalie Guilbeault. Une évaluation domaniale a été demandée auprès de France Domaine. Après discussion en commission et en bureau municipal, le prix est de 1 € le mètre carré proposé. Cette cession permettant une mise en valeur de la propriété des demandeurs. Il précise que tous les frais adhérents à cette vente, notaire, géomètre, etc., sont à la vente de l'acquéreur. C'est à la charge de l'acquéreur. Comment? Ah oui, sont à la charge de l'acquéreur, que j'ai dit avant. Oui, je sais plus. Pardon. Et donc on propose de... On propose au conseil municipal de se prononcer. Voilà. Sur cette session, vous voyez là, donc je pense qu'il y a une commission qui est allée voir, moi, je ne suis pas allé, mais ça ne gêne pas du tout le passage. Pour ceux qui connaissent la Chopinière, ça ne gêne personne, c'est vraiment une parcelle qui est entretenue par quelqu'un de privé déjà. C'est presque pour régulariser une situation existante sur le terrain, quoi. Hein, c'est comme ça que ça a été présenté, je crois. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Merci.
Alors, on arrive au point 12, qui est sur la restauration de l'église. Et donc, on avait lancé le marché. Il y a eu une commission l'autre jour qui a travaillé sur la proposition d'attribution des lots qui doit être officialisée en conseil municipal ce soir, pour que les travaux puissent commencer aussitôt l'été, grosso modo. Donc, je rappelle que l'église de Sainte-Pazanne, construite à la fin du XIXe siècle, est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 5 octobre 2007. La ville de Sainte-Pazanne a confié à la SCP Forest de Bar, architecte des PLG, la réalisation d'une mission de diagnostic sanitaire et architectural concernant l'église Notre-Dame de Sainte-Pazanne. Ce projet a pour but la réfection de l'église par tranche sur plusieurs années en fonction des priorités d'intervention. 3 tranches de travaux ont déjà été réalisées sur l'église. La première tranche concernait le chœur façade nord. La deuxième tranche concernait la chapelle collatérale ouest, la couverture de la nef et du transept ouest, la sacristie ouest. La troisième tranche comportait les travaux sur le collatéral ouest et transept ouest, ainsi que la chapelle porche. La tranche numéro 4 concerne la chapelle collatérale est, la couverture de la nef est et du transept est et la sacristie est, tranche ferme pour 2021. Le coût estimatif de cette tranche est de 144 848,33 € hors taxe. La tranche numéro 5 concerne la couverture de la nef est et des collatéraux est, le transept est, la nef et la chapelle porche. Tranche optionnelle pour 2022. Le coût estimatif de cette tranche est de 255 847,75 €. Une consultation sous la forme adaptée, ouverte conformément au dispositif de l'article 28.1 du Code des marchés publics a été lancée. Plusieurs entreprises ont fait parvenir une offre. Suite à la commission des ouvertures des plis, l'analyse des offres réalisées par le maître d'œuvre, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'attribuer les lots conformément à la proposition de la commission d'ouverture des plis et de l'autoriser à signer les marchés correspondants de la façon suivante. Donc, en lot 1, échafaudage maçonnerie, c'est la société Sorénov, c'est elle qui avait travaillé sur la tranche 3 auparavant. Donc, je vous lis directement l'offre. 67 748 pour la tranche 4 et 136 756 pour la tranche 5. Traitement de charpente, c'est la SARL CRT pour 3 367,50 €. Il n'y a rien sur la tranche 5. Charpente, crue à charpente, 11 960. Là, c'est plus cher que l'estimatif. Mais c'est le seul qui avait répondu pour cette partie-là. La couverture Sanicouve pour 49 809. C'est elle qui avait travaillé aussi sur, sur les autres tranches, sur les 2 autres tranches devant. Et 66 820 pour la tranche 5. Les vitraux d'art Péchou sec, donc 20 815 pour la tranche 4. Et 39 185 pour la tranche 5. 4 et 5, oui. Donc, ce qui nous fait pour la tranche 4, hors taxe, 153 700, et la tranche 5, 247 599. Et nous avions les estimatifs pour la tranche 4, hors taxe à 400 696. Non, c'est les 2 tranches, pardon. C'est l'addition des deux. C'est l'addition des 2 tranches, de 400 696. Et suivant l'appel d'offres, on arrive à 401 300. Tout ça, c'est hors taxe. Donc, on vous propose de retenir les entreprises nommées ci-dessus pour les travaux de rénovation, l'église de la tranche 4 qui est la tranche ferme et tranche 5 qui est conditionnelle pour 2022. Peut-être que tout le monde n'a pas... Patrick, tu peux peut-être remontrer, parce que tu l'as montré tout à l'heure, mais la tranche 4, donc c'est la partie est. Oui. Hein, c'est cette partie-là. Ce qu'il y a du côté de la propriété minière. Oui.
Et la tranche 5, c'est à revenir vers le clocher, en fait. Et il restera une tranche 6 qui sera l'avant de l'église et le clocher. L'entrée, l'entrée et le clocher. Autrement, ça sera la 6e tranche. Oui, ce sera la 6e tranche. Tout le tour aura été fait après ça. Vous voyez un peu l'enjeu que représente l'entretien de ces bâtiments classés, malgré tout, parce que c'est une très belle église que l'on a à Sainte-Pazanne. On espère qu'on n'aura pas besoin de s'y remettre demain sur les travaux qui sont faits depuis quelques années. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce qui vous est présenté ? Ça correspond à ce qu'on avait mis au budget. C'est la traduction concrète de ce qui avait été au budget. Comme on est dans l'estimatif en plus, forcément, c'est ce qu'on avait voté en votant le budget en début d'année. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci pour ce marché qui, je pense que, en le votant maintenant, je pense que dès le mois de septembre, les travaux devraient... Oui, ils vont pouvoir commencer. La salle de théâtre, donc, il y a un avenant au marché. On en a passé déjà le dernier coup. Constant, tu veux nous en présenter l'enjeu de cet avenant ? Alors, je rappelle au Conseil municipal qu'un projet de réhabilitation et de mise aux normes du théâtre municipal est en cours. L'opération comporte les volets suivants. Mise aux normes de la sécurité et de l'accessibilité, travaux de réhabilitation générale, travaux de réhabilitation thermique et acquisition d'équipements scéniques. Ça, c'était tout l'ensemble du premier marché. Et là, c'est dans le cadre de l'avenant qu'on avait pris suite au sinistre. Et donc, il y a eu une plus-value concernant on avait pris un avenant qui était de 250 000 environ. À peu près par là. Oui, qui est porté par les assurances. Et donc, qui était prise, oui, en compte. Et je présente les modifications à y apporter concernant le lot 3 détenu par Pédo-Bâtiment, gros œuvre démolition. Le montant du marché initial de ce lot s'élevait à 19 114 hors taxe. Le montant de ce premier avenant s'élève à plus 3 945 hors taxe. Plus-value pour travaux de calfeutrement et rebouchage nécessaires suite au sinistre et création d'une banquette béton en appui du mur suivant l'étude du bureau d'études Serba, qui avait demandé de refaire un renforcement au niveau d'une dalle béton en pied du mur. Donc le nouveau montant du marché est de 23 059, soit plus 20,64% de variation par rapport au marché initial. Donc vous avez le tableau, marché montant initial 19 114, montant de l'avenant numéro 1 plus 3 945. Donc, montant total de l'avenant, c'est ça. Et nouveau marché, 23 059,32. Est-ce qu'il y a des remarques sur cet avenant ? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions ? Merci. Et le dernier point à l'ordre du jour, c'est la modification du tableau des effectifs. Et je vais demander à Nathalie de nous présenter. Alors, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisés les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. La commune a été labellisée Petite Ville de demain. La ville est donc amenée à se développer et la conduite des projets nécessite de renforcer l'équipe technique et d'assurer la communication externe, interne de la collectivité. Considérant la nécessité de renforcer l'équipe technique, il convient de créer, à compter du 1er septembre 2021, un emploi de directeur des services techniques sur le grade d'ingénieur à temps non complet à raison de 21 heures hebdomadaires. Sous la responsabilité du directeur général des services, le DST participera activement à l'élaboration et au suivi des projets structurants de la ville en étant force de proposition et de conseil. Il aura pour mission de diriger, coordonner et animer l'ensemble des services techniques en s'appuyant sur les 3 responsables de service, espaces verts, bâtiments et voiries.
pour assurer la conduite d'opérations, les missions de maîtrise d'œuvre dans le cadre de travaux en régie, les suivis de chantier, la mise en œuvre et le suivi des investissements. Considérant la nécessité de mettre en œuvre de la communication externe et interne, il convient de créer, à compter du 1er juillet 2021, un emploi de chargé de communication et chargé de projet citoyen sur le grade de rédacteur principal de 2e classe à temps complet. Sous la responsabilité du directeur général des services, le chargé de communication et chargé de projet citoyen sera en lien avec les élus pour concevoir et mettre en œuvre la stratégie et les supports de communication au service de l'information, la promotion de la vie locale et la valorisation de l'action municipale. Il aura la charge de la communication externe, développera les relations avec la presse. Il suivra le site internet et les réseaux sociaux, sera chargé de la conception des tracts et affiches, de la rédaction du bulletin municipal. Il assurera la communication interne en effectuant la transmission des informations auprès du personnel. Il sera en lien avec l'élu chargé de la citoyenneté pour concevoir et mettre en œuvre les projets citoyens de la commune. Par dérogation, ces emplois pourront être pourvus par des agents contractuels sur le fondement de l'article 3.3 de la loi du 26 janvier 1984, alinéa 2, pour les besoins des services où la nature des fonctions le justifie. Et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. Donc voilà la proposition qui est faite suite au débat que l'on a eu au moment et du débat d'orientation budgétaire et du vote du budget. Donc c'est la concrétisation. Si au niveau du directeur des services techniques, vous voyez apparaître 21 heures, en fait c'est en accord avec la personne qu'on est amené à recruter de faire un temps partiel pendant 1 an, ce qui nous permet nous aussi de monter en charge sur ce poste-là. On a accepté cette proposition, sachant que au bout d'1 an, cette personne reviendra à plein temps au niveau de nos services, mais c'était pas notre demande à nous directement, c'était une réponse à la demande de cette personne en question. Parce que c'est vrai que ça peut interroger de voir 21 heures, mais ça s'est fait en accord entre cette personne et nous-mêmes. Y a-t-il des observations sur la concrétisation donc, de ce qui vous avait été présenté en début d'année avec le budget? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Merci. Donc on pourra faire évoluer le tableau des effectifs en conséquence. Et puis il nous reste à vous présenter les droits de préemption urbains. Ça permet de voir les ventes qui existent sur la commune. Donc une première impasse des Hêtres. « 11 avenue des Aubépines. Rue de Lillette. Rue du Moulin-Baudrin. On est rendu 1 bis rue de Bellevue. Ok. Rue de Lillette. On retourne à la rue de Lillette. Une autre maison qui s'est vendue. Rue du Vallon. Quand les gens disent qu'ils ne peuvent pas trouver de maison à Sainte-Pazanne, il y a quand même des ventes qui se font. Mais ça veut dire qu'il y a encore plus d'acheteurs que de ventes qui se font. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent et qui ne trouvent pas de vente. Moi, j'en entends régulièrement dans mon bureau. Impasse du Blé Noir. Non, ça, on ne doit pas être impasse du Blé Noir, si.
Non, c'est parce qu'il y en a 2 rue du Vallon, 32 rue du Vallon, d'accord. C'est parce que c'est une division du même terrain, c'est ça? D'accord. Et là, on doit être rendu à l'impasse du Blé Noir. Ok. Impasse du Raisin. « 27 avenue de la Source. » On est en face de la bibliothèque, là. 42 rue de l'Hôtel de Ville. Ok. Impasse du Grand Pré. Ça permet de faire une petite révision sur les noms de rues à Sainte-Pazanne. Rue de Bel Air. Ok. Avenue des Acacias. Une autre maison. 6 rue du Petit Almont. 6 impasse des Lavoirs. Et 38 rue de l'Hôtel de Ville. Voilà les ventes qui se sont faites depuis un mois et demi. Hein. Là, il y a plus d'un mois, à mon avis, sur notre commune. Sur les questions diverses, on vous confirme le prochain conseil municipal le 5 juillet, on en avait parlé ensemble, mais on vous propose de retenir une autre date intermédiaire, c'est le 14 juin. Pour 2 choses, il y a un point, ça a été vu en commission travaux, je crois, c'est pour... c'est ça. Si on le passe là, et ça pourra commencer dès le début septembre, sinon on aura de la peine à commencer au mois de septembre si on ne passe pas là. Et ça doit arriver fin mai, je crois, donc on pourrait, fin mai, les offres des entreprises, et donc on pourrait le décider le 14 juin. Donc on vous propose de se retrouver le 14 juin avec ce seul point à l'ordre du jour, mais on vous propose de prolonger ce 14 juin par une présentation du travail fait par Isabelle Douillard et Anne Johnson sur la vision de Sainte-Pazanne actuelle et future par les Pazenais, et de nous en faire un retour devant le conseil municipal. Elles étaient venues présenter au départ la façon dont elles allaient travailler. Aujourd'hui, il y a déjà des éléments qu'elles peuvent nous redonner, et une enquête qu'elles ont conduite auprès des Pazenais. Et il nous a semblé intéressant de prendre du temps pour valoriser ce travail. Et donc on vous proposerait même si ce n'est pas un point de décision de conseil municipal, ce sera un point de présentation du travail fait et que l'on a confié à ces 2 personnes. Donc ça pour le 14 juin. Et le 5 juillet, un conseil municipal, je dirais, ordinaire, d'avant l'été. Et puis vous rappelez que le 20 et le 27 juin, on compte sur vous pour la tenue des bureaux de vote pour les élections départementales et régionales. Il y aura besoin de monde parce qu'il y a deux scrutins en même temps. Et donc, voilà, ça augmente le nombre de gens à y participer. On comptabilisait, il faut à peu près 80 personnes. Et donc, vous avez reçu des courriers déjà, parce qu'il y avait eu des propositions, entre autres pour faciliter la vaccination pour ceux qui le souhaitaient. Parce que pour ceux qui ne seront pas vaccinés pour la tenue du bureau de vote, on aura des autotests qui vont nous être envoyés, je ne sais pas quand, donc les gens pourront se tester. Hein, ce n'est pas une obligation, hein, vous l'avez compris comme ça, je pense, c'était une préconisation. Par contre, ceux qui n'auront pas eu les vaccins le 20 juin et le 27 juin, ils pourront avoir un autotest. Ça fait partie, je pense que ça va être reprécisé dans les jours ou dans les semaines qui viennent, mais c'est ce que l'on a comme information pour l'instant. Et donc on va s'organiser pour mobiliser assez de gens pour la tenue de ces bureaux de vote. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Sinon, je déclare ce conseil municipal levé et je vous dis à bientôt. Merci à vous.